Alors, bonjour à tous. Comment vulgariser la géopolitique au grand public ? Aujourd'hui, nous recevons celui qui fait de la vulgarisation géopolitique son cheval de bataille. Mister Geopolitics est aujourd'hui avec nous pour nous montrer ses méthodes et parler des autres acteurs de la vulgarisation. Le 10 octobre dernier, tu sors un livre, Mister Geopolitics explore les grands enjeux du monde actuel. Dans cet ouvrage, tu poses 30 questions géopolitiques que tu traites sous forme de carnet de voyage. J'en ai choisi quelques-unes. Quels sont les enjeux du Ramadan ? Le monde est-il misogyne ? Sommes-nous trop nombreux sur cette terre ? Je te laisse faire ta présentation. Merci beaucoup. Sur ces belles questions. Salut tout le monde. Alors pour commencer, je suis pas prof, je suis youtubeur, donc on peut intervenir, on peut se tutoyer, on peut parler, voilà. C'est beaucoup plus cash que pour des trucs plus traditionnels. Alors effectivement, j'ai sorti un bouquin, un atlas en octobre dernier. Et dedans, je voulais traiter de thématiques que j'ai l'habitude de traiter sur ma chaîne YouTube. Donc les 3 que tu as citées sont intéressantes. Tu veux quoi, que je te donne des infos plus dans chaque sujet ou un peu comment je les ai travaillés ? Tes techniques de travail, oui, et puis un petit peu ton approche, comment tu les as bossées. Alors du coup, tu disais que c'était effectivement inspiré d'un carnet de voyage parce qu'en fait, moi j'ai voulu mêler 2 domaines, le voyage et la géopolitique, parce qu'en fait c'est en voyageant notamment que j'ai découvert ces grands sujets. On va y revenir juste après. Et donc du coup, l'éditeur m'a laissé la liberté de traiter les sujets dans le bouquin comme je le souhaitais. Et donc du coup, j'ai voulu garder ma ligne édito qui est de mêler un peu les deux. Donc du coup, les cartes, j'essaie de les travailler pour que ça se fasse un peu comme si c'était un peu aventure. Pareil, j'utilise des photos que j'ai pu prendre à l'étranger. Et donc c'est comme ça que j'ai travaillé en fait sur ce bouquin. Et je vais revenir sur la méthode parce que finalement la méthode dans le bouquin c'est un peu la même que celle que j'ai sur ma chaîne. Donc je vais y revenir juste après. Ça te va ? Bon, parfait. Je te laisse faire. Alors, avant de commencer, levez la main ceux qui regardent YouTube. Genre à base de... Ok. D'accord. Je sais pas du tout ce que vous faites là, je rigole. Alors, dans un premier temps, je vais avoir besoin de vous, en fait. Qu'est-ce que vous regardez en géopolitique ? Que ce soit YouTube, pas YouTube. Qu'est-ce que vous regardez ? Où est-ce que vous allez chercher l'information ? Ouais. Genre, je vois pas du tout, mais... Ouais. Courrier international, ok. Ah, donc... Merci. Ouais, quelqu'un d'autre ? Ouais. Dessous des cartes sur Arte. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ouais. Le Monde. Là, pardon. Documentation photographique. Alors en gros, il y a... Ouais. DiploWeb. Bon alors, justement, on a réussi à couvrir plusieurs domaines. En fait, la vulgarisation géopolitique, ça existe, pas que sur YouTube bien évidemment, même s'il y en a beaucoup qui l'ont peut-être découvert par le biais de YouTube, mais ça existe depuis bien longtemps. Au niveau de la télé, je vous conseille le dessous des cartes. Si vous ne connaissez pas, il y a ça m'étonnerait très franchement que vous ne connaissiez pas, mais il y a tout qui est disponible en replay normalement sur, je crois que c'est sur Dailymotion, si je dis pas de bêtises. T'en as sur YouTube aussi. Il y en a sur YouTube aussi. Il y a Géopolitis. C'est le moment de noter toutes les idées parce que là, je vais vous en donner plusieurs. Géopolitis, c'est une émission suisse qui est de l'équivalent du dessous des cartes et qui est avec des interviews qui sont vraiment super complètes. D'un point de vue plus universitaire, on a effectivement DiploWeb, on a les lettres de Monsieur Fiorina. Je ne sais pas si vous vous êtes abonné, mais vous pouvez recevoir un mail régulièrement avec une petite analyse géopolitique sur un sujet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre donc dans la presse plus il y a effectivement Le Monde, donc je sais pas si vous êtes allé aux ateliers de cartographie mais il y a des nanas qui bossent, je dis nanas parce que c'est une grosse équipe de filles, mais il y a aussi les personnes de chez Carto qui étaient là aussi, donc voilà, il y a plein de choses qui sont à votre disposition pour comprendre ces grands sujets, mais chacun on a des angles un peu différents pour en parler, et donc l'idée c'est de prendre les angles qui vous intéressent le plus. Sur YouTube, je suis pas du tout seul, même si j'ai choisi le nom Mister Geopolitique, je suis pas du tout seul sur le domaine. Il y en a qui font un travail énorme, notamment Think of You. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ? Non. Alors ça, c'est plus des relations internationales et c'est des interviews qui durent 1 heure, 1h20, mais c'est hyper complet et vous le mettez un peu comme un podcast. En fait, vous n'avez pas besoin de regarder, vous l'écoutez. Ça, je vous le conseille. Et enfin voilà, il y a pas mal de choses même sur le monde anglophone sur YouTube, donc n'hésitez pas vraiment à regarder tout ce qui existe, et si vous vous embêtez un peu, il y a aussi des émissions séries, peut-être que vous avez regardé Le Bureau des légendes, peut-être que vous avez regardé Homeland, même si ça reste de la fiction, il y a quand même des choses qui peuvent vous donner envie de comprendre ces sujets-là, donc essayez de travailler tous les angles pour vous donner envie de comprendre ces sujets-là. Alors, on passe à la deuxième partie, je vais me présenter rapidement. Donc alors, comme vous, j'étais étudiant, parce que je dis vous, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants. Comme vous, j'étais étudiant, et en fait, tout s'est joué pendant mes études, c'est-à-dire que j'ai eu une succession de déclics. Donc je vous encourage à travailler vraiment vos passions, parce que c'est en faisant ces passions-là que j'ai eu ces déclics.
Et j'ai fait en fait 2 ans d'études, enfin parmi mes études, j'ai fait 2 ans au Mexique. Et là, j'ai pu orienter mes études vers les pays en voie de développement et vers toutes les thématiques, les problématiques que connaissent les pays en voie de développement, notamment les questions de pauvreté et tout ce que la pauvreté peut impliquer au niveau des trafics, de la prostitution, des migrations, beaucoup de thématiques autour de l'environnement. Et parce que j'étais tellement passionné et que je sentais que ça me plaisait, je me suis dit, je peux pas juste rester là les bras croisés le week-end, faut que j'aille sur le terrain. Et donc du coup, je commençais à faire des vidéos très amateurs au début, mais c'était plus de l'apprentissage que de la restitution. Mais donc du coup, sur des sujets plus environnementaux et tout. Et à ce moment-là, je me rendais pas compte en fait que j'étais en train de remplir une sorte de puzzle, plein de pièces, mais à ce moment-là, j'avais pas du tout le recul pour m'en rendre compte. Mais je commençais à essayer de travailler tout ce qui m'intéressait. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, travaillez vos passions. S'il y a quelque chose qui vous passionne, ne passez pas à côté de ça. Vraiment, faites-le et dites-vous qu'à un moment ou à un autre, peut-être que ça aura du sens et peut-être même que vous créerez votre travail avec ça plus tard. Donc ne vous privez pas. Donc après mes études au Mexique, je suis rentré en France et j'étais persuadé que j'allais travailler dans le domaine du développement. À ce moment-là, c'était vraiment ça qui me passionnait. Et donc du coup, j'ai fait une année d'études à Dauphine, spécialisée sur les pays en voie de développement, toujours donc sur cette thématique-là qui moi me plaisait. Parler des relations internationales juste en parlant de comment la France voit les États-Unis, comment la France voit la Russie, moi ça me passionnait pas et je pense que si j'avais fait des études là-dedans, ça m'aurait pas donné la niaque d'aller chercher plus d'infos. Mais par contre, de parler du Brésil, de parler de l'Afrique, de parler de l'Amérique latine, tout ça, ça me prenait aux tripes. Je sais pas comment l'expliquer, mais ces problématiques-là, moi, me passionnaient. Et donc du coup, après mes études, j'avais beaucoup de copains qui savaient déjà ce qu'ils voulaient faire précisément. Ils voulaient monter leur business, ils voulaient travailler dans une entreprise et tout. Moi, je savais pas trop. Et donc, du coup, j'ai fait quelque chose que vous devez absolument faire si vous en avez envie. Vous faites une année sabbatique. Donc, c'est-à-dire que pendant 1 an, vous décidez un projet. Donc, c'est pas juste année sabbatique, on se tourne les pouces. C'est vous faites un projet. Vous montez une campagne de financement participatif et vous vous autofinancez pendant 1 an. Et pendant cette année-là, vous faites ce que vous avez envie. Donc, moi, je me suis autofinancé et pendant mes études, donc j'ai fait plusieurs mémoires sur le tourisme et comment le tourisme peut aider les pays à se développer. Parce qu'en fait, le tourisme, c'est très particulier, ça a des impacts sur plein d'éléments de la société. Et donc, du coup, j'ai regardé, je me suis dit, ok, donc j'ai 1 an pour travailler cette thématique-là parce que je sens que ça va être un plus dans mon CV, parce que j'étais toujours dans l'optique qu'après ce projet-là, j'allais rentrer et chercher un travail dans le domaine du développement. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut qu'il y ait une cohérence, donc il faut que j'ai un fil rouge. Où est-ce que je peux aller sur le terrain pour travailler ces sujets? Donc, j'ai regardé sur Google, la région la plus touristique au monde, c'est la Méditerranée. J'ai regardé la carte, j'ai fait, c'est marrant, c'est une mer qui est fermée. Ça pourrait être marrant d'en faire le tour. Ah bah tiens, tour et tourisme, puisque c'est mon fil. Bon bah c'est parti. Et en fait, du coup, voilà, j'ai fait ce projet-là, où je suis parti du détroit de Gibraltar, donc ici. Et le but, c'était d'arriver sur la côte d'en face, parce qu'on la voit à l'œil. Mais l'idée, c'était pas de traverser le bras. C'était vraiment de faire tout le tour de la mer et d'arriver en face 9 mois plus tard. Et vu que j'avais déjà commencé à faire des vidéos au Mexique, je me suis dit, bah, je vais faire une chaîne YouTube. Mais à ce moment-là, j'étais pas du tout dans une logique de rentabilité, pas du tout dans une logique de on va chercher des nouveaux abonnés et tout. J'étais juste en mode, c'est de l'apprentissage. Et donc du coup, au fur et à mesure de cette année, en fait, donc j'ai voyagé 9 mois, donc les autres mois de l'année, j'ai pu préparer en amont cette aventure, et j'ai essayé de faire matcher des sujets que j'avais pu étudier avec le pays. Et donc du coup, j'ai pu faire des sujets sur tourisme, paix et religion en Terre Sainte, tourisme, prostitution et contrefaçon en Turquie, tourisme... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tourisme et culture en Italie, parce que c'est le pays qui a le plus d'accréditation UNESCO. Voilà, donc j'ai essayé de faire matcher tout ça. Et j'ai eu, encore une fois, une succession de déclics pendant cette aventure-là. Je regardais beaucoup YouTube à ce moment-là. Il y avait quelques YouTubeurs qui commençaient vraiment à en vivre, notamment Dirty Biology, Nota Bene ou Cyrus North. Je ne sais pas si vous connaissez ces YouTubeurs. Et il s'est passé autre chose pendant ce tour-là. Le 4e jour, j'ai été suivi sur les réseaux sociaux par un groupe qui faisait l'apologie du djihad armé. Et donc là, je ne vous cache pas que j'ai un peu flippé. Voilà. Je ne l'ai pas dit à ma mère tout de suite, j'ai attendu. Et en fait, j'ai nullement été inquiété par la suite. J'ai juste eu recours à la police du web derrière pour savoir comment je faisais pour gérer ça. Et donc du coup, j'avais des consignes, je devais pas dire à l'avance où j'allais pour surtout pas qu'il y ait de problème. Mais j'ai pas été inquiété, mais j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir leur page Facebook, d'aller voir tout ce qu'ils partageaient. Et en fait, je me suis rendu compte que le savoir, c'est une arme. Parce qu'en fait, quand je voyais les commentaires des jeunes en dessous, on leur donnait une information qui était biaisée ou qui n'était pas forcément... Elle pouvait être vraie en partie, mais parfois un peu déformée ou hystérisée pour en faire une réalité, alors que ça pouvait juste être un cas isolé. Et je voyais, moi, des jeunes qui chez eux, ça provoquait de la haine, ça provoquait du dégoût, ça provoquait du... Et je me suis dit, en fait, c'est incroyable.
il suffit juste qu'on donne aux jeunes des connaissances et ils peuvent se former une vision du monde qui peut être biaisée ou pas. Et donc là, je me suis vraiment rendu compte que le savoir, c'était quelque chose que je voulais en faire mon fer de bataille. Bon, en plus de ça, l'avantage de ce genre d'année sabbatique, je vous le reconseille à nouveau, c'est là où vous pouvez aussi vous éclater et personnellement vous épanouir. Et donc ça peut aussi être le temps où vous pouvez réfléchir à des projets. Et notamment, moi, j'ai voulu faire une autre aventure en rentrant, c'est-à-dire une aventure entrepreneuriale, puisque je me suis dit, c'est pas possible qu'après une aventure comme ça, je suis revenu, j'avais pris des kilos, après j'avais perdu parce que à cause de la chaleur, de la bouffe, bref, c'est une sacrée aventure. Et quand je suis rentré, je me suis dit, je peux pas juste rentrer, me mettre derrière un bureau et travailler. Et en fait, je me suis dit, il faut que je continue de travailler ces sujets-là. Et donc, c'est comme ça que l'idée de l'entrepreneuriat est apparue. Donc, je suis resté longtemps sur cette slide. On avance. Donc voilà la chaîne aujourd'hui. Bon, pour ceux qui connaissent, voilà, j'ai différents types de formats. Des formats où je réponds à des questions, où je rentre en détail puisque c'est des formats plutôt longs, des formats courts comme celui-là, des formats où j'essaye de répondre avec des solutions concrètes à des problèmes, des formats où je vais interviewer des gens, des formats où j'essaye de faire des mélanges avec de la pop culture, des jeux vidéo, des films. Et donc voilà un peu en gros comment je travaille. On va arriver en détail dedans. Donc j'ai commencé, ça c'était juste après le Tour de la Méditerranée, j'ai commencé avec les moyens du bord, donc avec tout ce que j'avais en fait, rien besoin de matos puisque j'avais déjà tout pour le Tour de la Méditerranée. Et donc j'ai commencé par faire des sortes de revues, en fait, de compilation d'informations pour en faire ensuite des épisodes. Voilà, j'ai eu donc l'occasion de participer à plusieurs événements par la suite. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que moi j'étais persuadé d'être sur une niche et que j'allais intéresser personne. J'étais vraiment convaincu de ça. Mais finalement, il faut croire que je m'étais trompé parce qu'en fait, même si de toute façon, une vidéo de géopolitique fera de toute façon pas les mêmes vues qu'une vidéo de Cyprien ou d'humour ou d'autres choses, c'est sûr. Mais en attendant, c'est pas pour ça qu'on peut pas toucher les gens. Et donc du coup, j'ai pu être sélectionné à plusieurs programmes, notamment un programme où j'ai pu partir aux États-Unis. Alors, je vais pas me la péter, mais à côté, c'est pas un youtubeur à côté là. Ils nous ont fait rencontrer des acteurs et tout, donc c'était super sympa de pouvoir partager. Donc là, c'était des youtubeurs de 14 pays différents. Et ce qui est génial, c'est que nous, on vient un peu en mode, bon, bah, on est youtubeurs, mais en même temps, voilà, on est plein de doutes, on gagne pas bien notre vie, comment est-ce qu'on fait? Donc on vient un peu plein de doutes et plein d'incertitudes. Et en fait, on se rend compte que tous les youtubeurs à travers le monde, on partage un petit peu les mêmes problèmes. Et donc du coup, ça faisait du bien d'en parler. Il y avait une youtubeuse égyptienne qui a un impact énorme. Voilà. Donc ça, c'est un autre point sur lequel je voulais arriver, c'est qu'en fait, même si on fait du YouTube, on peut avoir un impact sur la vie des gens. Parce qu'en fait, une nana en Inde qui fait de la fiction, qui fait de la comédie, et ben en fait, elle fait bouger les lignes sur l'égalité filles-garçons. Une fille au Mexique qui parle de trucs un peu girly, on peut se dire c'est juste un truc girly, mais derrière, ça fait bouger les lignes socialement. En Égypte, cette nana-là, elle a du cran de malade de faire des trucs très girly finalement, c'est de l'indépendance, l'autonomisation féminine et tout, mais elle risque finalement un peu gros. Et quand on regarde juste le contenu, on peut se dire que c'est juste des vidéos marrantes, et voilà. Mais derrière, il y a vraiment un impact social qui est fort. Et à cet événement-là, j'ai pris conscience de ça et donc j'ai voulu encore plus m'engager. Donc voilà, par la suite, j'ai pu participer à certains programmes parce que la question du YouTube, c'est qu'on est un peu hybride et qu'il y a beaucoup de journalistes qui se posent la question, mais est-ce que vous êtes journaliste? Est-ce que vous êtes légitime? Est-ce que voilà, donc on a souvent ce genre de questions. Et là, j'ai pu participer à un programme où justement on parlait avec des journalistes traditionnels et chacun apportait un peu son regard sur la chose. C'est très intéressant. Donc j'ai pu effectivement sortir un bouquin. Ça a été c'est l'avantage de YouTube en fait, c'est qu'on a une vitrine et que de YouTube on peut ensuite aller toucher d'autres segments. Et plus récemment, j'ai pris conscience que parler d'un sujet en lisant des bouquins et faire une compilation de plein de bouquins, plein d'articles, bah c'est génial parce qu'on peut expliquer des choses, mais on ne peut pas le vulgariser si on n'a pas une sorte d'émotion qui va avec. C'est-à-dire que pour être encore plus percutant chez les jeunes, il faut parfois vivre les choses au plus près pour ensuite expliquer des choses. Parce que, je ne sais pas comment dire, mais parler d'un sujet justement sur la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, donc des gens qui viennent clandestinement sur le terrain français pour extraire sans autorisation de l'or, on peut en parler en lisant des bouquins, en voyant des épisodes et tout, mais c'est autre chose que de marcher 30 km dans la boue avec des militaires, se lever à 4h du mat, devoir plonger dans des rivières
à 3h du mat sans savoir où t'es. Enfin, on n'en parle pas de la même manière en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec YouTube, vu qu'on est un peu hybride, on peut aussi approcher le terrain et pouvoir parler. Donc voilà, on a un sujet à venir sur la formation des légionnaires en milieu hostile. Donc ça, c'était super intéressant. Avec les commandos marines en Guyane récemment. Donc tout ça, ça va sortir prochainement sur la chaîne. Je fais pas le fier parce que là, j'ai vomi pendant 3 jours. J'étais malade comme un chien. Bon bref, mais j'ai quand même réussi à tourner l'épisode. On verra ce que ça donne. Donc voilà un peu les conditions. Et ça, c'est ce à quoi j'aspirais au moment où j'ai créé ma chaîne. Mais il faut prendre conscience que lorsque vous lancez un format de vulgarisation, c'est comme en musique en fait. En musique, vous vous dites j'ai envie de devenir musicien, j'ai envie de faire du rock, j'en sais rien. Bah, il faut accepter le fait qu'il va y avoir une période où vous allez en fait vous former, vous allez faire grossir une communauté, vous allez vous faire connaître. Et j'arrive enfin à terme de cette période-là, et j'arrive enfin à terme où je peux me rémunérer un peu plus correctement, je peux du coup monter des projets de ce type-là, je peux prendre du temps pour aller faire d'autres projets que YouTube. Et donc ça va être un des points, c'est que ça prend un peu de temps pour s'installer, mais une fois qu'on est installé, on s'en sort un peu mieux. Et donc voilà, on parlera peut-être plus spécifiquement de la rémunération, mais moi j'ai opté pour un mode de rémunération où en fait je vais sortir du contenu additionnel que je mets à la vente. Et prochainement, avec d'autres youtubeurs, Dirty Biology et Balade Mentale, on part en région polaire. Donc ça va être la 2e expédition de ce type-là, pour aller sur le terrain et pour ensuite mieux expliquer les choses. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon. Je reviens à nouveau sur... Hop. Donc, à votre avis... par où je peux commencer ? À votre avis... On va pas commencer par là. Alors premièrement, si vous lancez dans la vulgarisation pour la géopolitique, il faut savoir, vous, quelles sont vos motivations personnelles. Est-ce que vous le faites pour le plaisir ? Est-ce que vous le faites parce que vous êtes passionné et que vous avez envie de partager quelque chose ? Est-ce que vous le faites parce que vous avez envie d'avoir un meilleur truc, une meilleure ligne sur votre CV parce que vous faites quelque chose en plus ? Donc réfléchissez à cette envie profonde de qu'est-ce qui vous anime. Moi, globalement, je pense que ça s'est ressenti, mais j'ai envie de transmettre à la fois une meilleure compréhension du monde, mais à la fois j'ai envie de donner aux jeunes l'envie de vivre aussi leur projet. J'ai envie de leur donner le goût de la découverte. Se pose la question du coup de derrière de comment est-ce que vous... Comment dire ? Oui, une fois que vous savez si vous voulez le faire à plein temps ou pas à plein temps, globalement, si vous voulez vivre d'une chaîne de ce type-là, il faut se lancer à fond. C'est pas juste je le fais le week-end, on verra comment ça marche. Il y a quelques exemples qui ont marché, et tant mieux pour eux, mais je vous dis, c'est vraiment pas la norme. Faut cravacher et se mettre à fond. Il faut pas juste se dire c'est une activité du week-end en fait. C'est vraiment à plein temps. Et il y a un taux de burn-out énorme chez les youtubeurs. On s'en rend pas compte parce qu'on ne monte pas forcément. Mais c'est un boulot qui est très prenant. Donc il faut le savoir. C'est engageant. Donc vous n'allez pas le développer de la même manière si c'est juste pour le loisir ou si c'est juste vraiment que vous avez envie d'en vivre et d'en faire votre métier. Du coup, moi, une fois que j'ai défini mes envies, j'ai désigné un peu comme dans les entreprises, en fait, il y a une sorte de visée un peu finale. C'est quoi votre visée finale ? Moi, ma visée, c'est découvrir et comprendre le monde. Donc découvrir, c'est la partie plus voyage, et comprendre le monde, c'est la partie plus géopolitique. Et donc, en fait, je navigue entre ces deux eaux-là. Et une fois que vous avez défini, vous, votre objectif final, tout est beaucoup plus clair, parce que vous savez, du coup, les épisodes qui vont rentrer dans votre ligne et ceux qui vont pas rentrer dans votre ligne. Parce que parfois, sur YouTube, on voit des formats ou des modes qui apparaissent et on se dit « Ah, c'est trop bien, il faut que je le fasse, ça va trop bien marcher ». Mais s'il n'y a pas une visée finale, bah, vous allez faire un coup à gauche, un coup à droite, ça va retomber, un coup... Et en fait, il n'y a pas de dénominateur commun sur tout ce que vous faites. L'idée, vraiment, le premier conseil que je vous donne, c'est d'avoir une visée finale. C'est quoi votre objectif final ? Ensuite, une fois que vous savez votre objectif final, à qui vous vous adressez ? Donc on va faire un peu un trait. D'un côté, on a le grand public, donc les gens qui s'y intéressent très peu ou qui n'ont pas de connaissances dessus, pas forcément. Et de l'autre côté de la barre, on a les experts, ceux qui sont hyper pointus, hyper techniques. Vous, dans cette barre-là, à qui vous vous adressez ? Est-ce que vous parlez à des gens qui s'en foutent ? Et vous, votre objectif, c'est de leur donner envie d'aimer ces sujets-là ? Ou est-ce que vous parlez à des gens hyper pointus parce que vous, votre compétence, c'est sur des sujets très pointus ? Et en fait, la manière dont vous allez parler, enfin, à qui vous allez parler, la manière va pas être la même. Moi, j'ai voulu parler au grand public, parce qu'en fait, ça allait avec mon objectif final qui était de donner envie aussi. Un expert, il est déjà passionné de base. Donc moi, je voulais donner envie à des gens qui pouvaient ne pas connaître. Et donc du coup, ça amène de travailler les choses différemment, parce qu'en fait, un expert, lui, ce qui l'intéresse, c'est uniquement le fond. Il veut des chiffres, il veut des sources, il veut des trucs.
quelqu'un du grand public, il faut autant du fond que de la forme. Parce qu'il faut pouvoir trouver un angle qui va l'intéresser. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant avec le grand public, c'est qu'en travaillant sur la forme, c'est un métier très créatif finalement. Ok, donc comment est-ce que je fais ma carte? Ok, donc du coup, si j'ai mon angle, où est-ce que je vais tourner le truc et tout. Et en fait, cette part de créativité, moi, je me rendais compte que j'avais besoin de ça et que j'aurais pas pu faire de la géopolitique que pour des gens déjà extrêmement pointus, parce que j'aurais enlevé tout ce processus créatif qui, moi, m'animait à fond, quoi. Ensuite, il y a une youtubeuse qui a fait un tuto un peu sur comment débuter sur YouTube et qui a un terme qui est très vrai. C'est ensuite comment est-ce que vous adressez à ces gens? Quelle est votre voix, VOIX? En gros, c'est quoi votre manière à vous de parler? Est-ce que vous êtes du genre à faire des blagues à chaque phrase et que quand vous allez parler d'un sujet géopolitique, vous allez mettre une petite photo de Jim Kong-il qui va apparaître en flash ou quoi? Est-ce que vous êtes plutôt hyper sérieux? Est-ce que vous êtes du genre à vouloir faire que du terrain? Réfléchissez à comment vous voulez en parler. Moi, je me suis rendu compte que la manière que j'avais d'en parler, c'était d'être très pédagogique. J'hésitais au début à faire des blagues, mais je ne suis pas particulièrement doué pour faire des blagues sur des sujets aussi complexes. Et j'avais surtout très peur que derrière chaque blague, il y ait des gens qui se sentent un peu visés parce que il peut y avoir des partis pris dans des blagues. Donc du coup, je me suis dit, le mieux, c'est que j'en fasse pas. Donc j'ai opté pour un contenu plus, on va dire, plus classique. Mais je voulais quelque chose de très visuel. Je voulais qu'il y ait de l'infographie, je voulais pas que ce soit juste quelqu'un devant une bibliothèque qui parle. Alors du coup, les migrations, c'est ça. Non, moi ce que je voulais, c'était quelque chose un peu plus dynamique. Donc au début, on est obligé de faire avec les moyens du bord. Donc pendant les 2 premières années, j'ai utilisé beaucoup d'images que j'avais déjà tournées en Méditerranée ou pendant mes études au Mexique. Maintenant, j'arrive enfin à pouvoir faire des reportages où je vais pouvoir aller faire ça sur le terrain et donc rendre ça encore plus dynamique. Et la manière dont vous allez en parler, donc votre voix, votre manière d'en parler, elle va aussi dépendre de qui vous êtes. Est-ce que vous êtes vous-même prof? Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes comme moi? Vous avez fait des études en lien, mais ce n'est pas forcément la voie principale pour le faire. Et en fait, du coup, la manière dont vous allez en parler ne va pas être la même. Par exemple, si vous êtes prof et que vous faites des vidéos de vulgarisation, les gens, ils savent que globalement, vous avez l'habitude de parler à des jeunes, ils savent que vous avez l'habitude de parler d'une certaine manière, donc votre vocabulaire va être... il va être un peu bridé d'une certaine manière. Et j'ai l'impression que la manière dont moi j'en ai d'en parler, c'est un peu en gros, bon les gars, moi j'ai envie de m'intéresser à ce sujet-là, je ne connais pas tout, mais j'ai envie de travailler dessus, je travaille, une fois que je le comprends, je vous l'explique. Et c'est un peu ça, moi, mon angle, on va dire, c'était un peu d'aller chercher l'information pour ensuite la restituer. Et donc du coup, les gens ne sont pas aussi critiques, ou ils sont un peu plus tolérants face à l'erreur, parce qu'ils savent que je suis moi-même en apprentissage. Et en fait, on est tous en apprentissage, et je trouve que ça crée une relation un peu différente, parce que je ne suis pas celui qui sait versus ceux qui doivent apprendre, quoi. C'est vraiment, je vais sur le terrain, et justement, les épisodes sur le terrain vont bien le montrer, c'est qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas, et que je donne du coup la parole à ceux qui savent, parce que c'est comme ça qu'on fait passer l'info. Ensuite, une fois que vous avez ça... vous avez parfois des statistiques et vous pouvez définir un peu quelle est votre audience. Donc, quel âge ils ont, quel sexe. Moi, je sais que je touche du 13-35 ans, majoritairement des mecs. J'arrive pas à savoir pourquoi, mais ça, c'est propre à YouTube. Même des copines youtubeuses qui font du contenu très girly, elles ont parfois plus de mecs que de nanas dans leur communauté, alors qu'on ne comprend pas pourquoi. Donc, c'est un peu biaisé. Les statistiques YouTube sont pas toujours très justes. Après, il y a aussi beaucoup d'enfants qui se connectent avec le compte des parents. Donc, bref, il y a plein de choses qui font que on n'a pas vraiment une estimation précise. Et ensuite, il y a une question très intéressante, c'est comment est-ce que votre audience s'informe? Si vous parlez à des experts, vous savez très bien qu'eux, ils vont s'informer en regardant des trucs très traditionnels. Moi, si je vous ai posé la question au début de savoir comment vous vous informez, c'est parce que je fais cet effort perpétuel de savoir les gens qui me regardent, combien de temps par jour ils ont pour regarder l'information et comment est-ce qu'ils s'informent. Est-ce qu'ils vont voir un youtubeur, podcasteur qui donne un avis très engagé et très biaisé d'un sujet parce qu'ils se reconnaissent là-dedans? Est-ce que c'est des gens qui eux-mêmes ont envie d'aller voir d'autres sources et qui font l'effort eux-mêmes, ou est-ce qu'il faut le suggérer à leur place? En fait, tout ça, il faut le comprendre parce que on regarde tous du contenu sur les plateformes. Il y a quelque chose de très grave qui se passe sur Internet, ça s'appelle l'effet bulle. En gros, l'effet bulle, c'est vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Instagram, vous aimez le foot, vous aimez, j'en sais rien, la musique, et ces plateformes vont vous pousser des vidéos de musique et de foot pour que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme, parce que eux, c'est leur manière de se rémunérer, c'est de vous faire visionner le plus de pubs possible. Donc c'est très bien quand c'est du sport, c'est très bien quand c'est de la musique, quand c'est de la politique et quand c'est de la citoyenneté, quelqu'un qui se trouve plus actuellement dans une phase identitaire, il ne regarde que ça,
et j'ai fait l'expérience. Pendant 4 jours, je n'ai regardé que du contenu identitaire sur YouTube. Je vous promets que pendant 3 semaines, ma vision du monde n'était plus du tout la même. Parce qu'en fait, toutes les vidéos, mais partout sur YouTube, c'était plus le même YouTube en fait. Je ne voyais aucune autre vidéo qui me proposait une contrebalance. Donc ça, en fait, il faut qu'on se rende compte qu'on est chacun dans des petites bulles. Voilà. Et en fait, chacun se fait une réalité du monde avec sa petite bulle. Et donc, je pense que quand on est youtubeur, notre responsabilité, c'est de crever toute cette petite bulle, pas pour déstabiliser les gens, mais pour juste leur donner à voir quelque chose, un tableau plus global en fait. Et vraiment, je vous promets que cet effet bulle, il fait un peu peur parce que ça fait de la communauté en fait, ça fait plein de petits groupes communautaires. Et ça fait un peu des clashs dans tous les sens parce que du coup, on prend plus le temps d'aller écouter l'avis d'en face. Et moi, je trouve que dans ce travail-là, c'est génial que d'aller, même si on n'est pas d'accord personnellement avec quelqu'un, d'aller écouter ses motivations profondes. Parce qu'en fait, c'est aussi ça l'art de la vulgarisation, c'est que si quelqu'un se retrouve dans des, j'en sais rien, extrême gauche avec des valeurs extrêmement progressistes et tout, bah, si on comprend un peu comment lui il voit le monde et comment lui il perçoit ceux qui sont pas d'accord avec lui, peut-être qu'on peut, sur certains sujets, trouver les mots ou trouver des options pour lui faire voir un tableau plus large qui va peut-être l'aider à voir, je sais pas, un sujet un peu différemment. Et je vous dis ça parce que le problème, c'est que quand je fais des sujets très militaires sur la DGSE ou sur les renseignements ou sur des enjeux stratégiques, les gens qui me regardent, j'ai bien conscience que c'est pas les mêmes qui vont me regarder quand je vais faire un sujet sur la pauvreté, sur les populations autochtones, sur l'environnement et tout ça. Alors je dis ça, il y a de toute façon toutes les communautés sont emboîtées, donc de toute façon il y en aura qui le feront. Mais moi je sais que j'ai des gens qui ne viennent pour voir que les épisodes très militaires parce que c'est ce qu'ils regardent. Et quand derrière je fais un partenariat avec l'Agence française de développement qui elle travaille sur comment est-ce qu'on peut développer les pays du monde de manière plus durable, parmi tous les objectifs de développement, il y en a un, c'est l'égalité des sexes. Je n'ai à peine évoqué le sujet que tous ceux que j'ai eu un nombre de dislikes, mais pas parce que... Et ils me disaient bien, j'ai même pas regardé la vidéo, j'ai dislike. Donc ça veut dire que eux, sur ce sujet-là, comment est-ce que je peux leur amener à s'intéresser à ce sujet-là et à cette question sans qu'ils le rebutent direct et sans qu'ils... c'est hors de ma bulle, je ne le vois pas. Mais en fait, c'est complexe en fait parce que du coup ça nécessite d'aller comprendre comment chacun un peu s'informe et voilà. Donc ce conseil là de comment est-ce que les gens s'informent, faites-le. On en arrive aussi à la question de la déontologie. En gros, traditionnellement, les journalistes, ils faisaient des écoles de journalisme, on leur apprenait qu'il y avait une déontologie sur comment est-ce qu'on traite l'information, on ne manipule pas l'information, comment est-ce qu'on restitue quelque chose sans biaiser les gens. Donc ça s'apprend, c'est un travail et c'est un travail qui est compliqué. Mais finalement, si vous êtes tous là en géopolitique, vous le faites déjà. C'est-à-dire que pour comprendre certains enjeux, il faut être capable de se sortir de son corps et on appelle ça se dénationaliser en géopolitique. C'est-à-dire que quand on veut voir comment la Chine voit l'Afrique, il ne faut pas se dire depuis un Français qui voit les deux et qui dit ah bah eux ils voient ça comme ça. Non, il faut essayer de se sortir. Ok, donc là je suis dans la peau d'un Chinois. Ok, d'accord. Donc le territoire est comme ça, mes enjeux sont là. Ok, donc lui, comment il voit la... Enfin, c'est comme ça qu'il faut faire en fait. C'est essayer de se sortir de son propre avis personnel. Donc c'est un peu déstabilisant parce que parfois ça amène à se confronter à des incompréhensions ou parfois même à des... le mot m'échappe. Bon, bref, ça reviendra. Mais donc du coup, cette déontologie-là, finalement, on est aussi obligé de la voir sur YouTube. Même si on n'a pas fait d'études pour. Il y a beaucoup de youtubeurs vulgarisateurs qui ont fait des études universitaires et qui du coup ont déjà une trame de déontologie, qui savent un peu comment on traite l'information, comment on la restitue. Mais il y en a aussi qui débarquent sur YouTube et qui ont envie de montrer leur vision du monde parce qu'ils sont persuadés que c'est représentatif et universel et qui du coup parfois font du contenu très engagé, très militant. Mais eux, au fond d'eux, sont convaincus que c'est un travail, enfin comment dire, plus large. Et donc c'est là où finalement on doit apprendre nous-mêmes ce que c'est que la déontologie journalistique. Après, vous pouvez faire du contenu militant. Il y a plein de chaînes politisées qui vont vous traiter de l'actualité avec un prisme. Et encore une fois, je dis ça sans me placer comme neutre parce que la neutralité n'existe pas. Personne n'est neutre. J'essaye juste, par contre, de faire un effort intellectuel, de me sortir de mes propres opinions. Mais il y a beaucoup de chaînes qui marchent très bien sur YouTube, des chaînes politisées, de gauche, de droite. Mais l'idée, c'est peut-être éventuellement de varier un peu les contenus pour aussi essayer de comprendre un tableau global. Il y a un ancien salarié de chez Google qui a expliqué comment fonctionne l'algorithme de Google. Il nous a dit, si vous voulez faire une chaîne en politique ou en géopolitique qui cartonne, c'est super simple. Vous faites quelque chose de très clivant.
extrêmement clivant. Donc vous prenez un bord ou un extrême et vous faites groupe A versus groupe B. Et alors là, la castagne, ça y va, et vous faites des vues, et vous faites du clic, et vous faites des trucs. Mais est-ce que c'est ça, finalement, la finalité de votre travail? Est-ce que votre finalité, c'est faire du clic, faire de la vue? C'est aussi accepter de faire des semaines et des semaines de boulot sur une vidéo qui va faire 4000 vues parce que le sujet n'intéresse pas. Mais en attendant, pour le moment, je tiens bon, peut-être que j'en sais rien, peut-être que ça évoluera différemment plus tard, mais j'essaye de garder cette vraiment ce spectre le plus général possible. Et dès que je vais faire un sujet plus stratégique avec un ancien de la DGSE, je vais repartir après sur un sujet plus sur les populations amérindiennes ou sur des sujets plus sur la pauvreté, et essayer toujours d'avoir un spectre le plus général possible. Donc là, à nouveau... Ah oui, pardon. Toujours sur la déontologie, il y a une différence avec les vulgarisateurs scientifiques. Donc peut-être que vous connaissez Dirty Biology, peut-être que vous connaissez Nota Bene, d'autres youtubeurs. En géopolitique, il y a une difficulté supplémentaire. C'est-à-dire qu'un vulgarisateur scientifique, il va prendre plein de revues scientifiques et il va un peu compiler. Après, il faut se baser sur du contenu qui est sûr. Mais en géopolitique, on a un double travail. C'est-à-dire qu'en plus d'aller chercher l'information là où elle est sûre, elle est orientée parce qu'elle correspond à des enjeux un peu stratégiques d'influence et tout. Donc même si vous allez chercher une information sur le ministère des Armées ou une information sur une ONG qui publie un rapport annuel, il y a un deuxième regard à faire parce que même si ce travail est fondé avec des statistiques, des sources, il faut confronter à nouveau les points de vue derrière. Donc c'est un double travail qui n'est pas toujours évident parce que on n'a pas toujours connaissance de ces jeux d'influence, on n'a pas toujours conscience de ça en fait. Par rapport aux sources, donc toutes les sources sont toujours listées en description. Ça c'est quelque chose de très commun sur YouTube, on met les sources en description. Ça permet à tout le monde d'aller chercher plus loin, ça permet aussi de voir, quand on aime un contenu, on voit où est-ce qu'il s'informe, ou si on n'aime pas, on voit si c'est fiable ou pas. Donc ça c'est un peu le b.a.-ba au niveau de déontologique. Et au niveau des financements, donc YouTube, je ne vais pas vous le cacher, c'est comme en musique. Il y a un chanteur qui va gagner super bien sa vie pour 120 qui galèrent dans leur garage à faire leur musique comme ça. YouTube c'est un petit peu pareil, mais je dis bien mais, et c'est surtout pas pour vous décourager, il y a plein de possibilités de réussir. Vraiment, donc peu importe l'angle que vous avez, il y a des possibilités de financement qui existent. Mais parmi ces possibilités de financement, il y a la possibilité de faire des partenariats. Donc j'imagine que vous connaissez. Mais c'est très compliqué quand vous êtes, par exemple, comme j'ai pu le faire là, vous êtes en Guyane, vous avez passé 48 heures à bord d'un navire de la Marine nationale. Comment est-ce que vous faites pour essayer de ne pas être biaisé dans ce que vous allez montrer, sachant que en étant avec une telle institution, vous êtes tout seul. Comment est-ce que vous faites dans votre rapport de force sur comment est-ce que vous traitez l'information? Parce qu'ils vont vous demander derrière, est-ce qu'on peut voir la vidéo? Est-ce que oui ou non, on la montre? Tout ce travail-là est compliqué à gérer parce que quand on est un journaliste, on a une rédaction derrière qui nous appuie et on peut avoir fait aussi des études qui peuvent nous dire non, là, ma déontologie journalistique s'arrête là, vous ne pouvez pas regarder mon travail, vous m'avez autorisé l'accès, je peux filmer, maintenant c'est moi qui traite l'information avec le prisme que vous connaissez parce que c'est l'habitude sur ma chaîne. Mais quand on est tout seul, petit youtubeur, on peut être tenté d'accepter des partenariats, on peut être tenté de faire des choses, et on peut avoir du mal à garder sa trame aussi sur ce genre de sujet. Donc c'est un vaste sujet, on s'entraide beaucoup entre youtubeurs, on a des groupes privés et on en discute. Mais voilà un peu la difficulté du métier. Donc au niveau encore une fois, je voulais surtout pas par rapport au dernier truc que j'ai dit, c'est passionnant, c'est hyper passionnant. Je pense que vous l'avez ressenti, c'est quelque chose qui drive de fou. Moi, j'ai la chance d'avoir réussi à en faire mon métier. Et il y a plein de possibilités d'en vivre. Il y en a qui font du podcast, il y en a qui font que des blogs écrits, il y en a qui font de la vidéo, il y en a qui font d'autres choses, il y en a qui font plein de trucs. Mais donc, en gros, n'hésitez pas à vous lancer. Petit point par rapport aux qualités et aux compétences qui sont nécessaires pour faire ce genre de travail. Déjà, ouverture d'esprit, ça c'est le b.a.-ba. Avoir la possibilité d'analyse et de synthèse. Donc ça c'est très spécifique aussi à la géopolitique, mais c'est une compétence qui est nécessaire pour pouvoir résumer des choses complexes en quelque chose de plus compréhensible. Capacité à faire des liens, bienveillance, parce que comment dire, encore une fois, ça dépend comment on se positionne sur YouTube, mais moi mon objectif c'était pas de faire du top-down, c'est pas celui qui sait à ceux qui doivent apprendre parce que voilà, vous êtes que des merdes les gars, vous savez pas, c'est à moi de vous le dire. Non, c'est pas du tout comme ça. Moi encore une fois, moi je ne sais pas ces sujets-là à l'avance, je vais les travailler et une fois que j'aurai un peu maîtrisé, je vous l'explique. Donc du coup, il faut être plein de bienveillance parce qu'on a des gens sur nos chaînes qui nous laissent des commentaires parfois complètement
naïf, mais en fait on ne sait pas que derrière c'est un gamin de 12 ans qui est passionné par le sujet, mais qui n'a pas du tout l'expérience pour pouvoir juger de tous les enjeux et tout. Donc voilà, il faut être bienveillant et prendre en compte ces commentaires-là pour aller leur répondre, prendre le temps de leur expliquer. Voilà, donc il faut être drivé un peu par la passion et avoir quelques talents créatifs, parce que finalement, comme vous l'avez vu, il y a autant du fond que de la forme qui joue. Donc voilà, un petit peu. Est-ce que maintenant vous avez des questions? Encore une fois, voilà, je réponds à tout. YouTube, pas YouTube, géopolitique. Ouais. Je suis pardon. T'es quasiment enseignant dans ta façon de faire. Aller te renseigner sur un sujet pour le transmettre avec bienveillance et pédagogie. Bah c'est. Est-ce qu'il pas du coup que les vulgarisateurs YouTube ouais. Peuvent compléter efficacement l'éducation. Alors ça, ouais, ça je pense qu'on est convaincu de ça. On est convaincu qu'on est des compléments. Nous, on n'est pas experts, on est des passeurs de savoir, un peu comme Fred et Jamy. Voilà, c'était des passeurs de savoir. L'idée, c'est d'apporter des choses complémentaires, mais on n'a pas l'aval de l'éducation nationale qui vérifie ce qu'on fait. Donc, par exemple, là, il y a la géopolitique qui va rentrer au lycée à partir de cette année. Et donc il y a Atier qui m'a contacté et qui nous dit qu'ils recherchent activement des youtubeurs. Ils recherchent du contenu pour que les profs aient de la matière, pour que en gros les devoirs des gars c'est bon bah vous me faites ça pour demain et vous allez me regarder telle vidéo de tel youtubeur. Voilà, donc on commence enfin à être crédible, pas aux yeux de tout le monde, mais pour certains sujets on peut avoir des épisodes qui peuvent être complémentaires et après libre au prof de dire alors là attention parce que sur tel point il est peut-être pas assez complet, voilà. Mais finalement ouais on a une base de travail complémentaire et donc ça nous fait super plaisir. Merci. Oui. Oui, question déontologie, tu as parlé. Ouais. Bon, toi, tu as l'air d'être animé de façon bienveillante et saine comme ça, mais bon, après, comme tu dis, ils n'ont pas signé une charte, ils n'ont pas prêté serment, voilà. Puis même parmi les journalistes, il y en a certains qui ne mériteraient peut-être pas le type de journaliste que je vais appeler pour l'occasion des journaleux. Ils manquent beaucoup de déontologie. Je pense que ça se traduit par les crises qu'on voit aujourd'hui avec la perception des médias et tout. Mais c'est une grosse question parce que quand pas plus tard qu'il y a un mois, sur une chaîne télé, il y a un journaliste qui vient me voir et qui m'interviewe pendant une demi-heure et ils me disent mais donc du coup, on est d'accord que c'est un loisir ce que vous faites. Alors, je regarde déjà, bon, on a l'habitude, mais après il nous dit, mais on est d'accord qu'une fois que vous allez trouver un vrai travail dans le milieu traditionnel, vous allez abandonner votre chaîne YouTube. En fait, ils ne comprennent pas qu'il puisse y avoir un autre statut, autre que celui des journalistes, parce que je pense que c'est très ancré. Effectivement, je ne suis pas à l'abri de faire une énorme bourde qu'un journaliste n'aurait pas fait parce qu'il y aurait une relecture par une rédaction. Mais en fait, finalement, on ne sait pas bien se situer. Est-ce qu'on est journaliste, est-ce qu'on n'est pas journaliste? Un journaliste a sa carte de presse parce qu'il tire ses revenus de la presse. Moi, j'ai fait quelques publications, mais pas suffisamment pour avoir ma carte de presse. Mais donc, du coup, est-ce que j'ai quand même une attitude journalistique? Donc, c'est un peu le grand débat. Est-ce qu'on est ou pas? Parfois, je me dis reporter quand je pars sur le terrain pour faire des reportages. Mais on est un peu hybride. Donc, à vrai dire, on ne sait pas bien se situer. Mais peut-être que ça va s'harmoniser avec le temps. Même administrativement parlant, on est entre plusieurs chaises. On ne sait pas comment se définir. Est-ce qu'on est vidéaste indépendant? Est-ce qu'on est... Il y en a qui sont avec un statut de SASU. Enfin, on ne sait vraiment pas dans quelle case rentrer, donc on fait un peu comme on peut et les lignes bougent et puis on verra comment ça se passe, quoi. Alors non, Comment est-ce que tu arrives à te... En général, quand on envoie des mails pour avoir des autorisations, par exemple, j'ai pu filmer plusieurs lancements de fusées parce qu'à chaque lancement de fusée en Guyane, il y a tout un protocole militaire qui fait qu'on va sécuriser la zone dans le ciel, en mer et sur terre. Et donc pour ça, on a envoyé des mails et en fait, on met juste le lien de notre chaîne. En fait, notre chaîne, c'est notre carte de visite. Ils regardent le travail, ils voient comment on parle des sujets et globalement, ils savent si ça passe ou ça passe pas. En fait, ils jugent notre travail en regardant les épisodes qu'on a fait. Et globalement, on est plutôt surpris parce que les gens comprennent la démarche dans laquelle on fait. Du moins, ça se transpose bien dans les épisodes. Ils comprennent qu'on n'est pas là pour casser du sucre sur les gens. On est juste là pour faire une démarche un peu constructive. Donc, en général, on donne facilement les accès, quoi. Donc, on n'a pas de carte, mais voilà, on a quand même cette entrée-là. Et puis, un avis un peu subjectif, personnel. Je te le demande. D'après toi, les youtubeurs un peu professionnels, les pourcentages qui s'approcheraient à une déontologie officielle qu'ils n'ont pas, mais qui s'imposent à eux-mêmes, c'est une injonction personnelle. Ouais.
Et par rapport aux journalistes, tu les situerais combien? Parce que journalistes, j'en sais rien du tout. Vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment deux mondes. Et encore une fois, j'ai pas fait d'études de journaliste. Je sais pas comment ils sont formés. Je suis jamais allé voir. Tu les as côtoyés, donc voir au si niveau tu veux les pourcentages de des alors, gens il y a quelque chose qui nous marque beaucoup les youtubeurs, c'est quand on est invité, par exemple sur des plateaux télé ou quoi. Un youtubeur, en fait, il cumule 50 métiers en un. Donc du coup, forcément, c'est un peu l'école de la bidouille. On n'est pas parfait sur tout, mais on a un gars qui nous fait notre texte. On a un gars qui gère le prompteur, un gars qui nous met la lumière, un gars qui nous maquille. On a juste un gars qui arrive, il sort d'une réunion, il arrive, il fait OK, ça parle de quoi? OK, c'est parti, il se met devant le prompteur. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on part sur ça, machin. OK, c'est fini, et il se va. Et en fait, nous, on comprend pas que nous, on incarne vraiment le truc, c'est-à-dire que on va aller chercher l'info sur le terrain, ensuite on l'écrit, ensuite on la monte, ensuite on fait la 3D, ensuite on fait le son, ensuite on fait les community management, après on va chercher les financements, on fait la promo. En fait, on cumule plein de métiers en un, et cette hyper spécialisation dans le monde du journalisme, ça nous surprend. Parce qu'en fait, on est face à des gens qui ne sont que présentateurs, ou qui sont que cadreurs, ou que... Voilà. Et finalement, l'avantage de YouTube, et je pense que c'est pour ça aussi que ça plaît, c'est qu'on a une vision d'ensemble. On a une maîtrise sur toute la chaîne de production. Donc, c'est quelque chose qui nous surprend. Après, encore une fois, c'est pas pour ça qu'on fait mieux le boulot du tout que quelqu'un qui a fait une fac de lettres et qui écrira un texte super bien. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Ouais. Bah, en gros, globalement, moi j'ai fait une campagne de financement participatif pour la moitié du budget, qui était à peu près de 12 000 euros. Et donc j'ai demandé 6 000 euros sur KissKissBankBank. Et là, tu te crées du coup ta chaîne, tu te crées tes Facebook, ton Twitter et tout, et tu commences à communiquer dessus. Et en fait, c'est aussi à ce moment-là que tu commences à te créer une communauté. Et dans ce KissKissBankBank, tu dois donner des contreparties aux donateurs. Et donc moi, je donnais du travail, du contenu en plus. Je donnais les remerciements, je donnais plein de trucs. Voilà. Et en gros, c'est comme ça que tu peux avoir une partie. À moins que tu sois très bon, mais c'est rare d'avoir tout ton budget qu'avec ça. Et donc moi, je l'ai complété avec des petits boulots pour pour le quart, et l'autre quart c'est parce que j'ai eu la chance de vendre des vidéos pour des pubs. Ça m'est tombé dessus, j'avais pas calculé, mais c'est sur YouTube, quelqu'un m'a contacté, il m'a acheté les droits pour des vidéos, et donc j'ai eu un budget, et donc je l'ai mis dedans, et voilà, et c'est comme ça que j'ai fait. Donc, mais ça peut être des petits boulots, ça peut être d'autres choses, ça peut être aussi parce que vous avez un réseau d'anciens, et j'en connais plusieurs qui ont fait des tours du monde en allant voir les anciens de son école, et donc du coup en fait il se fait héberger dans tous les endroits où il va, et donc ton budget il est coupé par... t'as peut-être un tiers qui s'enlève, quoi. Donc voilà, il y a plein de bidouilles, mais il faut pas vraiment se bloquer sur ça, il y a des possibilités de se financer, donc pas de problème pour ça. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi j'ai une question un peu de génération d'avant, c'est-à-dire que j'ai un blog. Ouais. Oui, pardon. En fait, oui, je me demande si on peut encore toucher un public un peu plus large que seulement vraiment les quelques milliers abonnés à la newsletter, sans faire de vidéo. En gros. Qu'est-ce que tu penses en tant que... Je pense qu'il faut se diversifier. Très honnêtement, parce qu'en fait, on est dépendant de plateformes. YouTube, s'ils veulent, du jour au lendemain, ils disent tout ce qui n'est pas advertisement friendly, comme ils disent, ça saute. Et ben moi, je me retrouve avec 0 abonnés et game over, enfin, j'ai plus rien. Donc, il faut pouvoir se diversifier. Et je pense que c'est une clé, donc ne pas rester que sur peut-être de l'écrit, mais ça peut aussi être faire du podcast. Un podcast, c'est pas compliqué. On a son iPhone, son téléphone, on a son truc, on fait son podcast, on l'upload. C'est 0 boulot de plus que de l'écrit. Et on peut toucher aussi une communauté différente qui a l'habitude de consommer du podcast. Ça peut être... c'est vrai que mis à part la vidéo, l'écrit, le podcast, on a fait à peu près le tour, mais globalement l'idée c'est un peu de varier. Et les vidéos, ça peut être des choses pas forcément longues ou dures à faire. Encore une fois, avec un téléphone, ça se fait très bien aussi. Mais je conseillerais de varier parce que du coup, on a des points d'entrée, on a différents points d'entrée en fait. Et j'ai un petit follow-up parce que je vois bien sur les usages, YouTube, ça t'amène. Enfin, les gens sont sur YouTube, ils sont abonnés, etc. Mais en termes de référents. C'est-à-dire par les réseaux sociaux, etc. Pareil, qu'est-ce qui t'amène plus de trafic? Alors, je ne calcule pas, mais c'est dur à dire. Le bouquin m'a beaucoup aidé. Ah ouais, okay. J'ai beaucoup de copains youtubeurs, Hugo Décrypte et tout, il m'a dit fais surtout pas, si tu vas voir le temps que ça te prend par rapport à ce que ça te rapporte, ça va être rien du tout. Et donc au début j'étais un peu en mode effectivement waouh, ça va être beaucoup de boulot, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Nota Bene qui m'a pas mal conseillé aussi, et en fait j'ai pris le pari.
je me suis dit, je suis sur un domaine où il y a quand même beaucoup de gens qui font des publications. Moi, ce sera ma première. Pourquoi pas essayer? Donc, effectivement, en termes de rémunération, c'est le monde de l'édition. Et que sur 9 mois de boulot, c'est assez intense. Parce que pendant ce temps-là, on ne peut pas faire de contenu sur YouTube. Donc, du coup, on a des gens qui commencent un peu à délaisser. Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut jongler sur plusieurs trucs à la fois. Mais le bouquin, moi, m'a aidé parce qu'en fait, ça a fait une sorte de tampon. Et que dans la tête de beaucoup de personnes, quelqu'un qui a sorti un bouquin avec un tampon, voilà, en l'occurrence Armand Collin, même sans l'avoir lu, ça donne des petites crédibilités que je n'avais pas forcément soupçonnées. Donc finalement, je conseillerais vraiment de se diversifier et de tenter d'autres choses, parce que déjà, c'est hyper enrichissant de travailler d'autres manières. Mais moi, je pense que YouTube, c'est aussi mon plus gros... Moi, je suis connu pour YouTube, je pense. Ouais, non, mais en plus, il y a un côté générationnel, de toute façon. Il y a éventuellement un peu de ça, mais c'est pas pour ça que les blogs sont morts, et c'est pas pour ça que... Il y a beaucoup de gens qui faisaient des blogs qui font du contenu podcast maintenant, et les deux se marient très bien. Okay. On peut en reparler juste après, si tu veux. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a parlé toujours de YouTube et tout, mais est-ce que l'autre chaîne qui est un peu concurrent, Vimeo, tu as jamais... Sur d'autres plateformes, vous voulez dire? Notamment Vimeo, ouais. Alors, Vimeo et Dailymotion. Alors, Dailymotion, ils savent très bien qu'ils n'auront jamais la force de frappe de Google, qui est derrière YouTube. Vimeo, c'est très professionnel et on est limité en termes d'upload, c'est-à-dire qu'on peut mettre que 500 MB, je crois, par semaine. Et donc, tout de suite, en fait, c'est un frein à l'entrée, parce que si on veut publier des vidéos, moi, ma vidéo de 30 minutes, je peux en mettre même pas un tiers dans la semaine. Donc, déjà, c'est un frein à l'entrée, et je pense que du coup, c'est pas très poussé. Et c'est plus compliqué de faire des communautés, parce que c'est très orienté vidéaste pro. Donc, c'est plus des réalisateurs qui vont faire des super courts-métrages, des trucs comme ça. C'est plus professionnel, on va dire, que YouTube, où là, on peut vraiment animer les communautés. Par exemple, je crois pas qu'il y ait la possibilité de faire des lives avec ses abonnés, il n'y a pas possibilité d'avoir des messageries personnalisées avec ses abonnés non plus, alors que YouTube a vraiment tourné ça autour de la communauté. Et Dailymotion, c'est globalement la même chose que YouTube, mais en moins poussé. Ils ont essayé, et je crois qu'ils le font toujours, ils ont débloqué des budgets, et en fait ils font des deals avec certains YouTubeurs, où en gros pendant une semaine, il le sort sur sa chaîne Dailymotion, pour essayer d'attirer une partie du trafic, et au bout d'une semaine, il peut l'uploader sur sa chaîne YouTube. Mais je pense très honnêtement que YouTube s'est tellement accroché à ça que ça va être dur de rivaliser, et c'est pas pour ça que Dailymotion n'a pas sa place, quoi. Sinon, au point de vue financement, tu disais, tu n'as jamais été tenté, par exemple, je sais pas moi, la Marine nationale, demander tout, de peur de perdre... Un riche mécène russe. Voilà. Mais tu avais peur de perdre ton... Ou alors tu serais capable de en fait, justement, je me suis posé la question. De te donner une... Ouais, y a des youtubeurs, Thibaut InShape par exemple, qui fait la muscu, mais qui a un super contenu, parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi, peut-être que ça peut en faire rire certains, mais qui a un super contenu parce qu'il arrive à donner la niaque aux gens de faire des choses, et ça je trouve ça absolument génial. Mais lui typiquement, c'est de la communication ce qu'il fait, c'est-à-dire que quand il fait un partenariat avec la Marine nationale, il fait rémunérer son ciblage, c'est-à-dire qu'en plus de faire une vidéo pour la marine ou pour n'importe quelle institution, il met à disposition 2 millions de gens qui sont ciblés, avec une tranche d'âge ciblée, qui aiment le sport. Donc en fait, c'est tout bénef, parce que pour toucher autant de gens avec un autre moyen, il faudrait passer des antennes d'heures à la télé, il faudrait dans tous les magazines, enfin, ce serait énorme. Et en fait, il fait payer ce ciblage-là. Mais c'est de la communication. Déontologiquement parlant, moi j'ai eu beaucoup de difficultés, parce que c'est vrai que c'est tentant, parce que ces partenariats en général c'est rémunéré correctement, alors que sinon on vit de cacahuètes avec du financement participatif par-ci, un peu de pub par-là, et on essaye de mettre tout bout à bout et de faire un revenu. Donc c'est vrai que c'est très tentant. Je me suis lancé moi dans ce genre de vidéo institutionnelle, où globalement c'est de la communication, mais donc j'ai fait la première avec l'Agence française de développement qui va sortir prochainement, mais ma condition c'était en fait c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que si un YouTuber qui est connu par sa communauté pour faire les choses d'une telle manière, si du jour au lendemain il y a une vidéo sponsorisée où on ne reconnaît plus l'identité du gars, et les abonnés, ils vont dire, mais en fait, moi, je veux pas voir, parce que c'est pas celui pour lequel je me suis abonné, en fait. Donc, les institutions comprennent que si elles veulent faire un partenariat avec un YouTuber, il faut qu'il ait la liberté de le faire un peu comme il veut. Donc, c'est peut-être ça aussi qui va énerver peut-être certains journalistes, c'est que il y a des portes qui sont ouvertes parce qu'il y a des gens dans les institutions, notamment à la gendarmerie ou à la marine, qui comprennent très bien que pour que ça marche, il faut que ça fitte avec le style du YouTuber.
Donc moi j'ai essayé, mais je n'accepterai sûrement pas tout si j'ai pas justement cette liberté de pouvoir traiter comme je le veux. Et là en l'occurrence l'AFD c'était pas du tout compliqué parce que moi j'aurais été ravi déjà de travailler chez eux avant de lancer ma chaîne YouTube, et surtout qu'on se retrouve en fait dans notre manière de communiquer sur les choses, et donc finalement il n'y a pas du tout eu de conflit de quoi que ce soit. Et là où c'est plus compliqué, c'est peut-être quand on va parler sur des institutions, comment dire. Mais même l'armée, par exemple, ils m'ont proposé encore d'aller faire quelque chose d'un peu nouveau, c'est d'aller montrer toutes les nouvelles armes qui vont avec le programme Scorpion, qui va sortir prochainement. C'est encore en cours de discussion, mais ils comprennent en fait la manière dont j'ai envie de travailler. Encore une fois, c'est très basé sur la confiance en fait. Et plutôt que de placarder une carte de journaliste, je suis journaliste, je peux rentrer, c'est plus en mode regardez ce que je fais, voyez comment je parle des sujets, est-ce que ça vous intéresserait, comment est-ce qu'on pourrait faire les choses. Et en gros, c'est plus du win-win que de l'un qui essaye de contraindre l'autre un petit peu, quoi. Donc éventuellement, mais à chaque fois par contre déontologiquement parlant, déjà il faut cocher une petite case quand on upload sa vidéo qui fait que c'est une vidéo. Il y a un petit pop-up qui apparaît, vidéo, je sais plus ce que c'est le terme, c'est vidéo sponsor, non c'est inclus du contenu commercial, voilà, c'est ça, inclus du contenu commercial. Merci, en vrai il y en a qui suivent là. Et donc déontologiquement, les abonnés qui nous regardent savent que globalement il y a eu un partenariat qui a été passé, et verbalement, il faut aussi il faut le dire à sa communauté. Voilà, en gros, en l'occurrence, moi, cet avantage que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu avoir accès à plein de ressources de l'AFD, plein de travaux qu'ils ont fait sur le terrain et que moi, j'ai pu utiliser directement. Donc, il n'y a pas du tout de réticence de la part des abonnés parce qu'ils voient que moi, ça m'a permis d'aller chercher de l'info que j'aurais pas pu avoir autrement. Donc, voilà comment je fais pour le moment. Mais c'est vrai que c'est un sujet très touchy parce qu'il y a des moments où on peut être éventuellement tenté. Donc, jusqu'à présent, j'ai pas encore été confronté à ça. Mais le jour où ça viendra, voilà, faudra que je garde les pieds sur terre. Thibaut InShape. Voilà. mais lui, typiquement, sa communauté match très bien, et donc du coup, il a fait des vidéos avec la gendarmerie, avec les pompiers, avec la police, avec même aujourd'hui avec des agriculteurs, avec plein de corps de métiers différents, et finalement, ses abonnés, il peut donner vraiment des goûts de carrière, et je trouve qu'il le fait très bien. On peut voilà, le personnage, c'est un personnage, hein, mais on peut le critiquer sur certains points, mais je trouve qu'il fait un travail remarquable parce que socialement, il fait passer des messages très forts, très très forts. Donc là-dessus, il est bon. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a viré sur Thibaut InShape maintenant. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir quel a été votre plus grand challenge sur le terrain et, par exemple, lors de la réalisation de vos vidéos ou autre. Quel était vraiment un challenge? Le challenge. Alors, je pense que c'est comme un entrepreneur en fait. Donc, pas sur le terrain, mais dans le travail de tous les jours. C'est de construire quelque chose de viable. Et donc, je pense que le plus dur, c'est de ne pas céder à... comment dire ? C'est un travail de long terme. Et je pense que je ferais la même chose si j'étais entrepreneur, je pense, dans un autre domaine. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir un fil conducteur, ça aide à ne pas chaque jour te dire « Ah, ma vidéo, elle n'a pas fait autant de vues que je le voulais. » Et, voilà. Et c'est compliqué de ne pas raisonner en termes de chiffres quand tu es sur une plateforme où il n'y a que du chiffre, en fait. Et tout se rationalise en chiffres. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est d'avoir rencontré d'autres youtubeurs qui m'ont fait prendre du recul en disant tu te dissocies des chiffres, c'est pas ça qui importe, ce qui est important c'est le message et ce que tu vas faire passer comme message. Après en termes de réalisation, celui avec la Légion étrangère et celui avec l'armée de terre en Guyane, ça a été horrible en termes de tournage, c'était génial en termes d'aventure humaine, mais en fait t'as un drone, 2 caméras, des objectifs, tout ça dans le sac, on te demande de sauter dans une rivière avec de la boue, tu fais bon les gars, j'ai quand même un peu galéré à le payer, allez c'est parti. Mais en fait, en termes de tournage c'était marrant, mais t'avais de la buée dans l'objectif, après il fallait courir devant et être devant eux pour pouvoir les filmer devant. Quand ils ont attrapé des Garim Perros sur place, fallait être là pour pouvoir interviewer. Techniquement c'était compliqué parce qu'en fait à 3 ça aurait été plus gérable, mais là on n'était que 2 et voilà. Mais donc c'était génial parce que c'est aussi comme ça que tu apprends. Et c'est marrant aussi, c'est que tu peux aussi montrer les galères dans les vidéos et ça crée aussi une interaction avec les abonnés qui voient qu'en fait que toi, tu galères aussi à faire ce contenu et à aller chercher l'information sur le terrain, quoi. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais bon, parfait. Ouais. Moi j'ai une question pour vous. La géopolitique c'est un domaine hyper vaste. Comment, quand on regarde votre chaîne, ça touche vraiment à tout.
Comment vous choisissez quel sujet ou traiter ou pas? Quelles sont les sources d'inspiration pour déterminer quel sujet traiter? Très bien dit. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Alors, dans les autres chaînes YouTube qui existent en géopolitique, on a donc chacun des angles différents. Il y en a qui sont plus axés relations internationales, il y en a qui sont plus axés sur la partie plus stratégique et militaire. Moi, j'ai vraiment, encore une fois que vous avez défini ce que vous voulez faire, découvrir et comprendre le monde, vous comprenez que tout ce qui est rentré dedans, moi, c'était pas que des relations internationales. Et vu que je voulais donner envie aux gens, je pouvais pas parler que de choses qui se passent un peu au-dessus des gens. Je pouvais pas parler que de relations de pays à pays. J'avais envie de tirer ça vers le bas et de parler de métiers, de parler de choses. Donc, c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a donné envie de sortir uniquement de la géopolitique et d'aller dériver sur de l'économie, d'aller dériver sur de la socio, d'aller dériver sur des trucs plus environnement. C'est ça qui fait la richesse, je trouve, des sujets. Mais encore une fois, il y a du excellent contenu. Je vous rappelle Think of You, je vous rappelle d'autres chaînes qui existent, qui sont plus spécifiques sur d'autres trucs et qui sont plus poussées que les miennes, parce que forcément, ils vont chercher des experts encore plus pointus, quoi. Ouais, on vient de me dire qu'il y a 2 minutes. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question? On reste là-dessus? Il n'y a pas d'autres questions? Si, il y en a une dernière question, s'il vous plaît. Vraiment, c'est super ce que vous faites. C'est vraiment. Alors, je ne suis pas youtubeur, mais bon, je regarde de temps à autre des trucs bien spécifiques, mais pas le vôtre. Ce que vous faites, c'est remarquable. J'ai une question relative à la rémanence mémorielle de l'image versus la rémanence mémorielle de l'image versus la rémanence d'une lecture. Par exemple, quand je regarde un sujet, sur YouTube, je regarde de temps à autre l'émission de Jean-Christophe Victor, le Dessous des cartes, absolument remarquable. Je suis obligé d'arrêter les images pour noter l'information et pouvoir la mémorer. D'accord ? Donc il est clair que souvent, je sais peut-être c'est ma génération, j'ai plus envie de lire que de regarder une chaîne. Et je me demande qu'effectivement avec le temps, comment les youtubeurs arrivent à mémoriser de manière permanente cette information et non pas sauter d'image en image ou de sujet en sujet. Okay. Est-ce que votre travail long terme, comment l'imprégnation se fait auprès de cette nouvelle génération qui regarde du YouTube à plus savoir qu'en faire, quoi. Bonne question. Alors, moi, je sais que je suis extrêmement visuel, et c'est-à-dire que quand je vais travailler mon sujet, par exemple un sujet sur pourquoi est-ce que les détroits sont stratégiques, avant même de chercher qu'est-ce que je vais dire au final, c'est plus fort que moi, je pense visuellement qu'est-ce que je vais montrer. Moi, je suis très visuel, il y en a qui le sont moins et qui font passer des excellents messages parce que c'est de l'interview, donc c'est plus direct et tout. Et en fait, c'est une gestion c'est de la vidéo, donc c'est de la gestion de rythme. Et c'est vrai qu'une émission aussi riche que le Dessous des cartes, c'est extraordinaire parce que c'est très pointu, très complet. Mais quand on s'adresse à un public plus jeune, on va peut-être faire 3 vidéos sur ce qu'eux en auraient fait qu'une. L'idée, c'est juste de doser en fait l'information qui est donnée. Donc ça s'apprend. Quand on fait des formats courts, de toute façon, il y a des gens qui font c'est trop survolé, j'aurais aimé une vidéo de 30 minutes. Quand on fait une vidéo de 30 minutes, il y en a d'autres qui se réveillent et qui disent c'est trop long, moi je voulais un truc de 3 minutes. Donc de toute façon, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Donc l'idée, c'est de voir la quantité d'informations à dire. Est-ce que c'est judicieux de ne prendre qu'un angle et de ne pas traiter dans son ensemble? Et est-ce que j'en fais plusieurs vidéos? Est-ce que j'en fais qu'une grosse? Voilà, ça c'est vraiment du travail purement de vidéo en fait. Mais on ne se pose pas la question de savoir est-ce que les gens vont mettre pause pour lire en fait. Moi je réfléchis en termes de rythme. Voilà, faut que ça défile et il faut qu'à la fin il n'y ait pas eu besoin de mettre pause pour retenir l'information. Ouais. Toute dernière question, on a le temps ou pas? Non, on n'aura pas le temps. On n'a pas le temps. Mais je crois juste après, je viens vous voir. Je crois que tu restes très disponible sur Grenoble. Ouais. Je suis là tout à l'heure. Ouais, je sais plus quand. Je crois que c'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. S'il y en a qui veulent papoter, on se descend en bas et on papote en bas. Voilà, on peut l'applaudir bien fort. Merci beaucoup.